Et donc, merci de m'avoir invité à faire ce topo. Je n'ai pas de lien d'intérêt. On a raté une session en mars à cause du Covid et c'était la dernière diapositive de ce précédent topo et qui rejoint ce que disait Alain Luciani. Ce qu'on voudrait, c'est faire de l'évidence-base radiologie, c'est-à-dire comprendre la question posée, pouvoir interroger, examiner nos patients, faire le bon examen, quelle que soit la demande du prescripteur et la difficulté d'accès à certaines techniques, afin de pouvoir répondre aux problèmes posés. Il peut y avoir des anomalies surajoutées, on a parlé des incidents talome, faire un compte-rendu intelligible et donner le résultat aux patients. Et c'est vrai que nous, au Centre de lutte contre le cancer de Lille, nous avons 2 bureaux d'accueil pour pouvoir accueillir les patients, mais à leur demande, et je reviendrai sur ce point. Alors, dans la vraie vie, comment ça se passe? Le prescripteur a un problème et pense qu'un examen radiologique va répondre à sa question. Le couple radiologue-manipulateur s'occupe de la réalisation technique, puis le radiologue doit lire les images. Quand on lit une image, il y a des images évidentes. Ici, c'est une girafe. Il y a des images moins faciles ou moins évidentes et il faut savoir les regarder sous le bon angle. Et puis, il y a des images trompeuses et on doit savoir si on regarde le lapin, le canard, la jeune femme ou la vieille dame. Et finalement, le premier principe de la radiologie, c'est qu'on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va voir immédiatement que ce zèbre à bois est pathologique et n'apparaît pas comme normal. Mais si on n'a pas une lecture systématique, on verra pas que ce zèbre-là, il lui manque les pattes arrière. Et c'est le deuxième principe de la lecture des images. Ensuite, l'image n'est pas le patient. Dans ce papier qui date de 84, on a fait passer des IRM du rachis à des patients asymptomatiques et on a trouvé beaucoup de lésions chez des patients qui ne se plaignaient de rien. Et donc, il faut sans arrêt dissocier ce qu'on voit sur l'image et le symptôme du patient. Le rapport que l'on fait après la lecture des images va servir au prescripteur pour prendre une décision médicale qui peut être éventuellement une abstention thérapeutique. Mais est-ce que les images suffisent à prendre la décision ? Dans cette étude un peu ancienne, on avait montré que si on voyait sur les images une diminution de la taille tumorale de métastases hépatiques traitées par chimiothérapie, les patients qui avaient une diminution de leur lésion voyaient leur survie améliorée dans 76% des cas. Faut-il pour autant traiter tous les patients par chimiothérapie? Et la deuxième partie du papier comparait les patients sans et avec traitement et vous voyez que la survie était identique que l'on traitait ou pas. Et donc on arrive finalement à ce quatrième principe, l'image n'est que l'un des éléments de la décision médicale. Alors, l'image comme médiation, quand on regarde dans le dictionnaire, parce que moi j'avais des idées toutes faites sur la médiation, on trouve beaucoup de synonymes différents. Et en ce qui concerne l'imagerie médicale, je vais me baser sur finalement les deux qui font sens, à savoir l'image comme négociation ou l'image comme intermédiaire. L'image, elle peut être l'intermédiaire entre le prescripteur et le patient, mais bien souvent, en fait, c'est le rapport du radiologue qui fait intermédiaire. On sait qu'on arrive dans une modification de la relation soignante, qui a maintenant une défiance envers l'expertise médicale, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on était dans une confiance aveugle, que les patients font des fois davantage confiance à la technique qu'envers leur médecin, que quelquefois le médecin devient juste le moyen d'accéder à la technique, ou que le médecin se cache derrière la technique quand les conséquences de l'image sont graves pour lui et qu'il ne sait pas très bien comment les exprimer. Dans le code de santé publique, le médecin doit une information loyale et adaptée à l'état du patient en vue d'obtenir son consentement éclairé. J'ai donc repris ces papiers sur la relation médecin-patient. Vous voyez que ça date de 1992. À l'époque, on avait déjà éliminé le modèle instrumental où le consentement du patient n'était qu'optionnel. Alors, il y a une relation qui est de type plutôt paternaliste. Il y a des critères objectifs qui permettent de définir ce qui est le mieux pour le patient. Le consentement est implicite, docteur, faites comme pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type relationnel est valide dans beaucoup de situations.
Il y a le modèle informatif. Le patient a besoin des faits pour donner son consentement, l'expertise est apportée par le médecin et le patient contrôle la totalité des décisions. Et puis il y a un modèle qui est délibératif, qui est ouvert à la discussion, où on va informer et discuter sur des valeurs relatives à la santé le patient, et c'est ce qu'on appelle le modèle de la décision partagée. En fait, ces différents modèles viennent plus d'un modèle culturel et philosophique qu'un véritable choix du patient. L'école française, à la suite de Claude Bernard, on est sur un principe de bienfaisance, ce qu'on a appelé le paternalisme. Le meilleur traitement est choisi et proposé par l'expert, le patient est bien sûr libre de refuser. Aux États-Unis, on est plus sur un modèle du contrat, avec un modèle informatif, le patient décide seul et puis éventuellement il signe un papier. Enfin, le modèle de l'évidence-based médecine, de la décision partagée, c'est ce qui nous est venu au début des années 90 du Canada et de l'Angleterre, et qui précise que la décision médicale est indissociable de l'étude des préférences des patients, et on va faire participer le patient à la décision. Alors évidemment, le quatrième modèle, et Alain Luciani nous en a parlé, n'existait pas au début des années 90. Pour ce qui est du radiologue, est-ce que c'est l'image qui fait médiation entre le radiologue ou le patient, ou le radiologue finalement qui fait médiation entre l'image et le patient? Finalement, ça va dépendre du modèle dans lequel on se situe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce modèle n'est pas établi une fois pour toutes pour un médecin ou pour un patient. Ce modèle va changer en fonction de la situation. On a des patients qui disent au radiologue « je n'ai pas besoin d'informations, mon médecin me les donnera ». Ou des patients qui disent « ma métastase, la dernière fois, elle faisait 27 mm, combien elle mesure aujourd'hui ?» Dans d'autres cas, parce que les patients demandent, et je pense notamment quand on fait le dépistage des femmes mutées, on est dans un modèle beaucoup plus délibératif où on va discuter, on va négocier avec le patient le rythme des examens et les résultats des examens. Et finalement, il faut savoir pour chaque radiologue dans quel modèle on est par rapport à quelle situation clinique. Et ce modèle va donc varier en fonction, et le radiologue doit s'adapter à la fois à la situation clinique et à la fois aux demandes du patient. Alors, est-ce que cette médiation peut être éventuellement pervertissable en une manipulation? Ce qui me fait me poser la question, de quoi l'image est-elle la preuve? Vous connaissez toutes ces images où selon la manière dont on cadre l'image, on raconte une histoire différente. Ça peut arriver en médecine. Si vous regardez le fil Twitter d'Elisabeth Bick, qui fait son métier de débunker les fausses publications, elle publie une à deux fois par semaine des images en nous disant « trouvez l'erreur ». Et par exemple, on a ici des lignées cellulaires différentes, des expériences différentes. On se rend compte que cette image-là, c'est la même. Cette image-là, c'est la même. Et ça devrait absolument pas être possible puisqu'il s'agit dans le papier de lignées cellulaires et d'expériences et de colorations différentes. Ou dans celui-là où on trouve finalement les mêmes images avec une image qui a été inversée. Et cette remarque tout à fait perfide que l'erreur innocente n'affecte pas les conclusions du papier. Est-ce que ça peut être vrai en imagerie médicale? L'image médicale, elle est sourcée et vous avez, du fait de la norme d'ICOM, accroché à chaque image tout un tas d'items qui va le jour à laquelle vous avez réalisé l'examen, le temps que ça a pris, la machine, le constructeur, le nom du médecin, le nom du manipulateur. Et cette image radiologique qui est sourcée, elle est peu accessible à une compréhension immédiate. C'est une image technique qui a ses propres limites. Ici, je vous dis, cette image, elle est sous-exposée. Ici, elle est surexposée. C'est d'une image négative, l'inversion de ce qu'on connaît en photographie. Ici, on n'a pas mis assez de rayons, elle est sous-exposée. Ici, on en a mis trop, elle est surexposée. Voilà l'image native qu'il faut interpréter. Et cette image qui a ses propres techniques, il faut être outillé pour la lecture. On doit traduire cette image. Ici, vous avez la même image d'un pelvis féminin avec deux techniques d'acquisition différentes en IRM. La graisse est blanche, le liquide est blanc. La graisse est noire, le liquide est noir. On a injecté du contraste qu'on commence à voir arriver. Et on ne peut pas traduire cette image sans tenir compte des conditions de réalisation et d'une grille de lecture qui nous explique la signification du signal en lien avec la pathologie.
Elle est donc difficile à manipuler, cette image, puisqu'il n'y a pas de vérité sur l'image native, on ne peut pas croire a priori sur l'image, l'interprétation est obligatoire et nécessaire, et de la même manière, cette interprétation, elle est sourcée dans le temps. Quand vous faites un compte-rendu, vous avez bien évidemment les données administratives, mais vous avez aussi l'heure de réalisation d'examen, l'heure de début de saisie du compte-rendu, le descriptif, l'indication, les résultats, le protocole utilisé, et puis aussi l'horaire signature. Et donc tout est vérifiable et contrôlable a posteriori. Alors une fois qu'on a dit ça, si l'image radiologique c'est de voir l'invisible, il va y avoir des vérités qui vont être différentes selon le radiologue, le thérapeute et le patient. Pour le radiologue, il devra faire attention aux anomalies qui sont des variantes du normal ou des anomalies qui sont vues mais qui ne sont pas réelles, avec des erreurs par défaut ou par excès. Si je mesure cette lésion pulmonaire dans 2 fenêtres différentes, je n'ai pas la même mesure. Si je fais mesurer par 2 radiologues différents, à des moments différents, dans des conditions techniques différentes, ici une image non zoomée, ici une image zoomée, j'ai 4 mesures différentes. Et le radiologue doit savoir qu'il y a une variabilité entre les observateurs, mais une variabilité pour sa propre intra-observateur. Ici, quelque chose qui est vraiment lié à la technique. Cette dame est adressée pour une tumeur de l'endomètre. On voit rien sur l'endomètre dans ces conditions techniques-là. En revanche, dans une condition technique différente, on trouve une tumeur du col utérin qu'on ne voit pas sur cette image. Le chirurgien nous a pas cru, on a refait l'examen avec une autre machine. Alors maintenant qu'on sait qu'il existe quelque chose, on le voit mieux, mais là encore, selon la technique, on voit plus ou moins bien l'image et ça, le radiologue doit savoir ça. Ensuite, si je vois une anomalie, est-ce que c'est la preuve? Eh bien, pas toujours. Il y a des faux positifs et puis finalement, la preuve de quoi? Ici, vous avez des IRM cérébrales avec des lésions somme toute relativement équivalentes, mais le contexte clinique n'est pas du tout le même entre des métastases cérébrales d'un cancer du sein et puis une maladie infectieuse chez un patient HIV+. Ça, c'est ce qu'on rencontre et dans lequel c'est un dossier qu'on a vu il y a quelques années d'une patiente qui est jeune, 29 ans, qui a une mutation qui la prédispose à un haut risque de cancer du sein et qu'on dépiste par IRM. Et on trouve de multitudes de ce qu'on appelle des objets brillants non identifiés, à la fois dans le sein droit et à la fois dans le sein gauche. Et quand on regarde dans les livres, on sait que ces images peuvent être tout à fait banales. Et on dit au revoir madame et on la revoit dans 1 an. 1 an plus tard, il y a une image évidente de cancer qu'on retrouve sur toutes les techniques. C'est un cancer qui est relativement agressif mais qui est peu évolué. On a de la chance et donc on retourne à l'image qu'on a vue 1 an avant. Et il est vraisemblable que cette image-là, ce cancer-là, il était déjà là. Je vous ai mis vraiment le même niveau de coupe sur les vaisseaux. Sauf que si on avait fait ce vrai positif-là, on aurait fait, dans ce sein-là, une demi-douzaine de faux positifs. Et on est toujours en balance entre les vrais positifs et les faux positifs. Si je vois pas l'image, ça n'existe pas. Non, il y a des faux négatifs et il y a des positifs. Juste une anecdote, je me souviens il y a quelques années d'avoir fait un scanner thoracique à une jeune fille de 15 ans qui devait être le dernier scanner 10 ans après la prise en charge d'une tumeur osseuse. Et je regarde ce scanner et je fais un compte-rendu de scanner normal. À l'époque, on avait encore des films et c'est la manipulatrice qui range les films. Et au moment où elle me range les films, elle dit « Oh là là, la pauvre !» Et en fait, sur ce thorax, il y avait une multitude de lésions millimétriques que je n'ai absolument pas vues. Je n'avais pas du tout envie de voir une récidive d'un cancer chez une jeune fille de 15 ans alors que je la voyais pour son dernier scanner. Donc ça, c'est important de savoir quels sont nos propres biais cognitifs. Ensuite, si je vois l'image et que c'est du cancer, la prise en charge est univoque. En fait, on ne le sait pas très bien. Je vous montre cette image, c'est une image sortie des images de dépistage du cancer du sein. Les 2 images sont là, pour cette patiente et pour cette patiente. Personne ne les a vues. Ni le premier lecteur, ni le deuxième lecteur sont des faux négatifs de l'imagerie. On revoit les patientes, ici 18 mois après, ici 5 ans après. Ça, c'est une bombe, ça, c'est un cancer qui évolue lentement. Lequel je dois traiter? Quelle est l'urgence? Je ne sais pas. Et actuellement, on traite, quand on les voit, toutes les patientes de la même manière. Ça, c'est pour le radiologue. Alors maintenant, le thérapeute qui reçoit le rapport, est-ce qu'avec ces images, il peut démarrer un traitement, une prise en charge?
Vous avez ici des patientes qui ont toutes les deux des cancers du col utérin sur une biopsie profonde. Et on nous demande de contrôler pour faire le bilan des lésions. Vous avez ici une prise de contraste, c'est probablement une lésion. Vous avez ici aussi une prise de contraste, c'est probablement une lésion. Ici, il n'y avait rien. Chez cette patiente, ce qui a fait la preuve, c'est l'histopathologie. Donc les images radiologiques en tant que telles sont la preuve de rien, notamment en cancérologie. Ce qui nous importe, c'est l'anatomopathologie, l'analyse des cellules. Donc, pour démarrer un traitement, une prise en charge, c'est jamais l'imagerie seule, c'est la clinique et l'anapathe. Est-ce qu'on arrête ou on poursuit un traitement sur l'imagerie? Vous avez ici une tumeur osseuse, on le traite, après traitement, oui, on continue, là, ça se voit à l'œil. Un autre exemple, vous avez ici une tumeur pulmonaire, on la traite, ça grossit, ça c'est facile. Il y a maintenant des cas plus difficiles. Vous avez une patiente ici avec une métastase d'une tumeur gastro-intestinale, on la traite, et la lésion grossit. Sauf que là, elle était perclue de douleur au fond de son lit et là, elle est retournée travailler. Donc les images, c'est pas ça qui compte, ça peut être aussi l'évolution dans le temps, on va avoir la lésion diminuer. On a le même problème avec l'immunothérapie. Vous avez ici une patiente qui a un cancer du poumon, on la traite par immunothérapie. Au bout d'un mois, les lésions progressent, mais au bout de 12 mois, les lésions ont quasiment disparu. Ça veut dire que la décision d'arrêter ou de poursuivre un traitement, connaître la pathologie et les effets du traitement, et ça ne peut pas se dispenser d'une discussion entre le radiologue et le thérapeute. Déterminer un pronostic à partir d'une image, eh ben pas toujours. Vous avez ici un cancer du sein qui est traité par chimiothérapie. En fin de chimiothérapie, on voit plus rien. La patiente est opérée et en fait, il persiste une lésion de 23 mm que l'imagerie ne voit pas. Et donc, on ne peut pas établir de pronostic sur l'imagerie. Un autre exemple, ici, on a des patientes qui sont traitées par des métastases hépatiques, par une chimiothérapie classique et un anti-angiogénique. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on a une méthode d'imagerie qui permet d'évaluer clairement le bénéfice pour le patient, et le standard qu'on a pris, le endpoint, c'est le temps avant la progression. Sur des mesures classiques de lésion, que la lésion soit en réponse partielle, en maladie stable ou en progression, ce n'est pas corrélé avec le temps avant la progression. On comparait à un deuxième système qui est, on en a parlé, l'imagerie fonctionnelle et l'analyse fonctionnelle de la vascularisation. Et là, selon que la réponse est optimale, incomplète ou insuffisante, c'est corrélé avec le temps avant progression. Donc on se dit, c'est magique, j'ai un outil qui permet de dire au patient, je continue le traitement parce qu'il est efficace et vous allez avoir un bénéfice pour le temps avant progression, ou d'arrêter un traitement parce qu'il est inefficace. Le problème, c'est que quand on s'adresse à un patient, s'il est là, eh bien, je ne sais pas dans quelle case il est. Et donc, on a tout un tas d'études, notamment sur l'imagerie fonctionnelle, qui nous disent c'est significatif, on a des outils pour évaluer, sauf que moi, je m'adresse à un patient particulier et que je n'ai pas de données claires qui me permettent de dire pour ce patient-là, qui est à ce niveau-là, ce qu'il faut que je fasse pour lui. Donc, si pour déterminer un pronostic, encore une fois, l'imagerie passe seule. Alors, affirmer une guérison, ça dépend. Une fracture, oui, on voit l'os qui consolide. Un cancer, on va parler plutôt de rémission persistante. Alors maintenant, quelle vérité pour le patient? Il y a une fascination technique. Plus la technique est complexe, finalement, plus l'image est légitime. Le patient vous dit, j'ai mal, on ne trouve rien, je veux une IRM. Qu'est-ce que le médecin répond? Le médecin, il gère la pénurie. Il n'y a toujours pas suffisamment de machines. Et puis, il gère aussi avec ce qu'il a appris. On lui apprend dans les petites années de fac de médecine qu'il faut aller du plus simple au plus compliqué en imagerie. Et donc, le médecin, il a commencé par une échographie. C'est facile, ça irradie pas. Il fait un scanner, ça irradie, mais c'est précis. Avec éventuellement, dans un coin de sa tête, on fera une IRM. La médecine d'imagerie qu'on devrait pratiquer demain, c'est que le médecin pose la question au radiologue et que le radiologue et le thérapeute puissent expliquer au patient ce qu'on attend de l'image et puis des risques sur l'image. Si les images radiologiques ne sont la preuve de rien, on le sait, il y a des pathologies fonctionnelles, on n'a rien sur les images. Je vous ai montré des exemples de négatifs, de faux positifs et l'image ne permet pas la détermination d'un pronostic. Donc, je me répète, on avance. Alors, est-ce que on peut aller du fait de se servir d'une image comme médiation, est-ce qu'on peut aller vers une simplification?
Le patient a changé. Le patient n'est plus au centre des soins. Le patient est devenu un partenaire avec le médecin de sa pathologie. Il connaît la nature, son stade, la signification des tests, son pronostic. Il est en demande d'écoute, d'information et éventuellement de participation aux décisions. Tous les patients ne veulent pas d'information, tous les patients ne veulent pas participer aux décisions et c'est très très variable selon les études. Ça implique de se poser la question avec chaque patient particulier. Il connaît les risques s'il a une maladie génétique, il connaît les risques des traitements. Il peut demander à voir les images. Globalement, pour nous, c'est à peu près un patient sur 5 ou 600 qui demande à voir les images. Et puis, il a appris, parce que Bill Gates le dit partout, que qui maîtrise les images maîtrise les esprits. Le radiologue, qui n'est pas un artiste photographe, il rend compte de la réalité que j'ai mise entre guillemets par une technique qu'il connaît et qu'il maîtrise et il répond à une question du prescripteur. Il a assimilé ces principes que je vous ai énumérés au cours de la présentation. Et finalement, je pense qu'il n'y a pas de simplification. Et ce qui nous rassemble, le patient, le prescripteur, le radiologue, ça va être d'accepter le doute scientifique et de vivre avec cette incertitude, chacun à ce niveau, à son niveau précis, bien sûr plus difficile pour le patient que pour le prescripteur ou le radiologue. Et définitivement, ceci n'est pas une pipe. Je vous remercie. Oui, bien sûr. Bah là, je vois une question de Florence sur l'œuvre de Magritte. Si Sophie Taïeb veut bien répondre Oui, alors sur ceci n'est pas l'explication. une pipe. C'est l'image de Magritte et c'est l'image que moi j'ai toujours en tête quand je fais une interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des images qui peuvent paraître évidentes, mais si on ne se pose pas la question de quelle évidence et est-ce qu'il n'y a pas d'autres interprétations possibles, on fait des erreurs. C'est-à-dire que si je vois un nodule dans un poumon, je suis dans un centre de lutte contre le cancer et je dis j'ai un nodule, c'est un cancer, il y a tout un tas d'images bénignes qui vont avoir la même présentation. Et donc de garder ce fil-là, d'être systématique, de tout lire et puis de se poser la question qu'est-ce que ça peut être d'autre est fondamental. Donc c'était un peu une plaisanterie pour finir la présentation. Mais peut-être on peut enlever maintenant. Ah, je Oui, vois la une remarque trahison. de Julie Fouchot, effectivement, oui, sur la trahison des images. Effectivement, c'est la trahison des images. Puis aussi pour différencier, comment dire, pour différencier la représentation de la réalité qu'elle représente, puisque de fait, l'image de la pipe n'est pas la pipe. Et je pense que c'est Voilà, aussi. et l'image du patient n'est pas le patient, et ça c'est très très important. Enfin moi quand j'ai commencé mes études au début des années 80, on disait la chambre de la cholécystite. Non non, enfin on a quand même évolué depuis, c'est-à-dire que les patients sont des individus et l'image ça peut être une partie du patient ou d'une pathologie, mais c'est pas tout le patient et c'est le patient en entier qu'on traite, c'est pas que la pathologie ou que l'image, et ça c'est vraiment fondamental. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Bien, il suffit de Alors, dire, donc la question c'est comment peut-on faire part aux patients des incertitudes et du doute scientifique sans diminuer leur confiance et la crédibilité du médecin imageur. Écoutez, moi je dis aux patients, je ne sais pas. Si vous voyez une image sur une IRM en situation de dépistage de cancer du sein, c'est pas très difficile d'expliquer à la patiente, écoutez, j'ai une image, mais je ne suis pas certaine, compte tenu des performances de la technique, que cette image est un cancer. Et on discute avec la patiente. Je peux soit la biopsier, mais si la biopsie est négative, j'aurais pas forcément avancé, soit la surveiller. Et à chaque fois qu'on est dans un doute médical, on doit dire au patient, là, on n'a pas de certitude. Donc je vous abandonne pas. Enfin, la confiance, c'est je vous abandonne pas. Je vous garde, je vous surveille. Je fais un prélèvement, mais même si le prélèvement est négatif, je vous garde, je vous surveille. Voilà. Et comme quand on explique aux patients pour une chimiothérapie, pour 100 patients dans votre cas, il y en a 20 qui tireront bénéfice de la chimiothérapie. Je ne sais pas si vous êtes dans les 20 ou dans les 80. Et donc il y a des patients qui vont nous dire mais je ne veux pas de la chimiothérapie. Alors, j'ai une autre question. À quel point l'image apporte une information des autres informations médicales? Ouf. C'est-à-dire que l'image, c'est de voir à l'intérieur du corps. À part la chirurgie, il n'y a pas d'autre solution pour voir à l'intérieur du corps.
Et donc, ça va être une confrontation entre ce que le patient dit, ce que le médecin voit en examinant son patient, donc l'extérieur du corps, les images à l'intérieur, la biologie. Toutes ces informations apportent des éléments différents. Et donc la synthèse se fera avec tous les éléments différents et c'est effectivement le médecin prescripteur de l'imagerie qui fera lui la synthèse. Alors, alors je vois que c'est toujours pas abouti pour le diapo. Mais moi j'avais une question aussi également peut-être sur la valeur esthétique parce que j'ai bien aimé votre remarque. Le radiologue n'est pas un artiste photographe. Mais est-ce que vous auriez des remarques sur la valeur esthétique quand même des... Enfin, moi, j'ai été frappée des valeurs esthétiques des images que vous nous avez montrées. Alors, je ne sais pas si c'est purement subjectif, mais est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça, sur le rôle que peut avoir l'esthétique aussi dans ces problématiques? Alors moi, il y a des images que je trouve très belles. Ma Mhm. spécialité, c'est l'imagerie cancéro de la femme en Mhm. priorité. Mais je peux dire c'est une belle image, mais le problème de l'esthétique d'une image peut aboutir à des catastrophes. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, notamment avec les techniques un peu contraintes, parce qu'il n'y en a pas assez, notamment l'IRM, les images sont absolument magnifiques et on peut avoir la tentation de faire la plus belle image possible, mais au prix d'un temps pour le patient de durée d'examen extrêmement long. C'est sûr qu'on va faire une plus belle image en 5 minutes qu'en 2 minutes et demie, sauf que si le patient bouge, l'image n'est pas utilisable. Donc on est toujours sur cette alternative, faire une très belle image ou faire une image suffisante à l'analyse. Alors maintenant, l'esthétique des images, nous on a mis dans le service plein d'images de paysages pour tranquilliser les patients et cette esthétique-là, elle est plus belle. D'accord. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Ah, Alors, quid de par le thérapeute du compte-rendu de l'imagère qui a lui-même... Le thérapeute, il fait bien ce qu'il veut, j'aurais tendance à dire. Soit il connaît parfaitement son métier. Je pense à certains spécialistes en pneumologie, par exemple, qui vont faire systématiquement un stage en imagerie et qui apprennent l'interprétation du poumon. Il peut quelquefois nous signaler quelque chose qu'on n'a pas vu et il peut l'interpréter. Maintenant, il prend ses propres responsabilités s'il fait une interprétation différente du compte-rendu de l'imageur. D'un point de vue légal, quand il y a un souci sur une image, si on regarde les statistiques des sociétés assurantielles médicales et de la MACSF qui les publie régulièrement, le prescripteur et l'imageur sont souvent à part égale, 50-50, de ce qui est dit et de ce qui est fait pour le patient par rapport à une image. Donc le thérapeute peut parfaitement interpréter, s'il dit des bêtises, c'est son problème. Ce qui va faire foi, c'est le rapport de l'imageur. Moi, ça me pose pas de problème particulier. Alors maintenant, si je reprends votre question là, Madame Turpin, est-ce que le thérapeute peut maintenant analyser différemment ce qui est écrit dans le compte-rendu? C'est pour ça que j'ai parlé de compte-rendu intelligible avec une conclusion qui prête pas à confusion. Hein, il ne faut pas effectivement que le thérapeute puisse modifier l'interprétation, enfin puisse avoir des difficultés à comprendre et à expliciter ce qui est écrit dans le compte-rendu, notamment quand le radiologue n'a pas vu le patient. Nous, on est organisé pour voir tous les patients qui le demandent, mais il y a des patients qui ne veulent pas avoir affaire au radiologue, qui veulent que ce soit leur médecin, on est en cancérologie, hein, leur médecin qui leur explique ce qui a été vu sur l'image, parce que c'est le médecin qui va pouvoir embrayer sur la thérapeutique. Et le boulot du radiologue, c'est de faire un compte-rendu hyper clair et pas interprétable de manière différente. alors, est-ce qu'il y a... Ah, où en sommes-nous? Ah, il Ça y a va encore une autre dépendre. question.
Donc la question, c'est est-ce que montrer une image améliore l'adhésion thérapeutique du patient? En fait, je ne sais pas. Il y a des patients, les patients qui demandent à voir leurs images sont finalement assez rares. Je pense que si un patient refuse un traitement quand on lui a expliqué les enjeux, le fait de lui montrer l'image pour lui faire comprendre, c'est un côté un peu terroriste. Moi, j'aurais du mal à faire ça. Par contre, l'image je pense notamment maintenant avec les thérapeutiques orales en cancérologie et le problème de l'observance de ces thérapeutiques. C'est vrai que de montrer l'image avant et après, quand ça s'améliore, ça peut aider. Ça va être là encore à chaque fois une décision individuelle par rapport à ce patient-là qui est en face de moi. Ça peut jamais être ça peut pas être érigé en système. Oui. Oui, ça vous aviez beaucoup souligné ça, cette adaptation au cas par cas, en fonction du patient et de la relation qu'on a avec. Moi, j'avais peut-être aussi une question sur le recours, peut-être à d'autres formes d'images pour faire médiation avec le patient. Je sais pas, peut-être des images de l'ordre du schéma, de l'infographie ou Oui, est-ce que. on fait beaucoup de schémas. Mhm. Euh, on, comment dire? Il y a des patients qui ont besoin de comprendre, mais j'ai un écho là, mais qui ne sont pas en capacité. Je veux dire, ces images, elles sont pas forcément évidentes, et donc moi je dessine une protrusion discale pour dire voilà ce qui se passe. Je vais pas dessiner un trou dans une vertèbre, mais en gynécologie où on a quand même des dames qui savent toujours pas comment elles sont fabriquées à l'intérieur, et de dessiner un utérus, des trompes, des ovaires pour leur faire comprendre, oui. Les chirurgiens utilisent beaucoup de schémas, et quand on a mis en place le dossier patient informatisé dans l'hôpital, je m'étais occupée de ce projet, on a prévu que les chirurgiens puissent faire des schémas et les intégrer au dossier patient. Parce que ça, c'est aussi une manière d'expliquer aux patients qui passe assez bien. L'objectif, c'est que le patient comprenne et qu'on lui ait donné l'information la plus claire et la plus honnête possible. Ah, je vois qu'il y a deux questions qui sont apparues. Oui, alors donc oui, il y a des staffs monodisciplinaires de radiologues entre eux pour s'aider à comprendre des images dans des dossiers difficiles. Et il y a aussi notamment en cancérologie les réunions de concertation pluridisciplinaire où il y a un radiologue spécialiste de la pathologie avec tous les intervenants de la pathologie, le chirurgien, l'oncologue, le radiothérapeute. Et la limite de l'adaptation aux patients. Alors oui, c'est vrai, quand on travaille dans une structure quelle qu'elle soit, il y a des patients qu'on ne connaît pas et qu'on va voir une fois. Et là, ça devient très difficile de lui donner l'information parce qu'on n'est pas, on ne sait pas ce que le patient connaît de sa pathologie. Il suffit de lui demander. Moi, quand j'ai un patient que je connais pas, je lui demande est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous savez pourquoi on a demandé l'examen? Qu'est-ce que vous savez de ce qui vous arrive? Et en 3-4 minutes, le patient nous explique j'ai un cancer, ou le patient nous dit j'ai une boule, on ne sait pas ce que c'est, etc. Et on va partir de là. C'est plus facile dans une structure comme la mienne parce que si j'ai un patient qui s'effondre, j'ai un psycho-oncologue pas loin, j'ai un oncologue pas loin. Donc il faut rester très prudent. Nous, on donne aucun résultat le vendredi à 4 heures de l'après-midi à quelqu'un qui vit seul. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant le week-end. Donc, mais ça, il faut le savoir. Et pour le savoir, moi, je demande aux gens, vous êtes seul, il y a quelqu'un qui vous accompagne, vous allez rentrer chez vous, vous allez être tout seul, avant de donner, et ça va influer la manière dont je vais donner les résultats. D'accord. Alors, la dernière Alors, question, peut-être j'y réponds avant d'arrêter là. Dans les lombalgies, il a été montré que plus il y a d'imagerie, moins les patients s'améliorent. Oui, je vous ai montré pourquoi. Voilà. d'accord. Bon, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. Et donc maintenant, je laisse la parole à Christian Delage, puisque nous avons accès à sa présentation.